on a toujours tendance un petit peu à se comparer aux autres. Et je me disais que j'avais absolument rien à voir avec eux, quoi. Parce que la plupart, ils étaient quand même bien affûtés, des physiques en tout cas d'ultra trailer, chose que je n'ai pas du tout. Je ne ressemble pas du tout à un ultra trailer. Je pense que je ne ressemble même pas à un coureur d'ailleurs. Toutes les barrières horaires sont sur un ravitaillement, sauf une. On savait qu'elle était alors je vais dire une bêtise, mais peut-être à 3 kilomètres de là où on était parce que j'avais mon GPS. Et puis en fait, 3h50, toujours pas de barrière, 3h55, toujours rien. À 4h du matin, on appelle le PC, on leur dit, mais attendez, c'est pas possible, faut pas nous disqualifier. On sort de la forêt, on a une piste noire à remonter, et le ravito de la flégère est tout en haut de la piste noire. Donc là, j'ai vu l'heure, j'avais à peine 7 minutes pour monter. Et là, on court vraiment parce que là, on a un peu le stress, mais très juste par rapport à la barrière. Et là, on voit le ravito qui est en bas, nous, on est en haut. Donc nous, on court dans la descente. Le mec avec sa petite douchette pour scanner le dossard, il court dans la montée. En fait, on devait arriver avant 12h15 et on est arrivé à... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comme vous le savez, Course Épique tient à partager à la fois la destinée de coureurs de très haut niveau, mais aussi à mettre en lumière les parcours de coureurs plus anonymes, amenés à vivre eux aussi des histoires de course inoubliables. Je reçois aujourd'hui Abdenour Ben Mamar, plus connu sous le nom du finisher des finishers de l'UTMB 2018. Lors de cette édition, 2561 coureuses et coureurs ont pris le départ, et seuls 1778 d'entre eux ont franchi l'arche d'arrivée. Abdenour a été ce 1778e concurrent à franchir la ligne d'arrivée en plus de 46 heures, soit 26 heures après Xavier Thévenard, vainqueur de l'épreuve cette année-là. Je vous invite à vivre au plus près d'Abdenour cette course épique, riche en émotions et dans laquelle plane à chaque instant la menace de la barrière horaire, susceptible de le mettre hors course à tout moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui, j'espère que vous en aurez tout autant à écouter cet épisode. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Abdenour, je suis ravi de te recevoir dans ce 9e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Je vais plus ou moins bien, dans la mesure où pour l'instant, au niveau sportif, je suis un peu sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings. J'ai eu une fracture il y a un peu plus d'1 an et du coup, je ne pratique quasiment plus la course à pied, mais bon, je vais reprendre plus tard. Ce que tu nous dis pas, c'est que c'est aussi le début de tes vacances, donc ça va quand même plutôt pas trop mal. C'est exact. Et voilà, plutôt que de faire du cumul de kilomètres, je vais prendre un petit peu de kilos parce qu'on est chez papa-maman et qu'on y mange bien. Avant de parler plus spécifiquement de ta pratique du sport, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases ? Donc moi je m'appelle Abdenour Ben Mamar. Bon, tout le monde me connaît sous le surnom de Ben depuis des années et des années. Donc tout le monde m'appelle Ben et je suis infirmier depuis 29 ans à peu près. Je travaille actuellement chez les enfants polyhandicapés et atteints de troubles du comportement, troubles de l'autisme, de trisomie et autres maladies génétiques avec des noms à la con, hein, mais qui font des gros dégâts. Et j'ai pu intégrer un petit peu ma passion de la course à pied dans l'établissement. Avec mes collègues, on a monté une association Courir pour Marie où on a réussi à récupérer des fonds pour acheter des joëlettes et des fauteuils roulants adaptés et on amène ces enfants-là sur les courses à pied, les événements sportifs, les marathons de Paris, et enfin partout là où on veut de nous. Et on organise bien sûr notre propre course qui s'appelle l'Auxilium à Draveil, l'IM Marie Auxiliatrice. Tout le monde est invité à venir, valide, pas valide, on prend tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport en fait ? Quel sport toi tu as pratiqué quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado ? Ou pas trop sportif en fait. Hein. J'ai profité des propositions de l'UNSS quand j'étais au collège, donc j'ai pu goûter par paquet de 3 à 6 mois au tennis, au foot, au basket. Je crois pas qu'il y avait la course à pied non plus. Enfin, j'étais vraiment pas très sport. Le seul moment où j'ai fait un peu de sport, c'est après 20 ans où j'ai fait la danse, j'ai fait du rock'n'roll pendant 6 ans à peu près, et puis après j'ai tout arrêté ça. Et donc à quel moment le running a fait éruption dans ta vie ? Comment ça s'est passé ? T'as eu une révélation un jour ou est-ce que c'est petit à petit tu as commencé à t'y intéresser, à tester ? La révélation, c'est ma balance qui me l'a donné. Hein. Je me dis, va peut-être falloir y aller un jour. Voilà. Bon, vraiment, le premier dossard, c'était avec mon beau-frère qui m'a proposé de participer à la Sénartaise à Sénart, justement. Anciennement la Sénartaise, mais maintenant, elle s'appelle le 10 km de Sénart. Ça passe en même temps que le marathon, le 1er mai.
Et donc, c'était un 11 km 300. Donc, c'est la première fois que je participais à une course. Je ne savais même pas qu'on pouvait s'inscrire et prendre un dossard et participer à une course comme ça. Donc, c'était plutôt sympathique. Et puis après, j'ai un peu arrêté. Et après, bon, quelques petits bilans médicaux m'ont montré que j'avais un petit diabète héréditaire. Donc, pour essayer d'équilibrer tout ça, j'ai repris un petit peu la pratique de la course à pied, mais en dilettante, hein, par-ci, par-là. Et en 2012, je me suis décidé à m'inscrire à un club pour faire un marathon. Enfin, un marathon en première idée, mais la grosse idée de base, c'était vraiment de faire une très grande distance. Alors, pourquoi, je ne sais pas, alors que je n'étais pas capable d'aligner 20 minutes de suite sans être écarlate et essoufflé. Et oui, tu ambitionnais déjà, toi, à l'époque, de t'aligner sur des... Enfin, alors que tu démarrais à peine, tu avais déjà l'ambition de te lancer sur des 100 km. C'est ça. Ben, je sentais que de toute façon, j'ai une morphologie qui est peut-être pas faite pour la vitesse, mais plus pour le long. Et effectivement, ça s'est avéré parce que je suis allé au le club du Mai, le LMSA. Et c'est avec eux que j'y suis allé parce que dans leur club, il y avait 8 sans-bornards. Et quand on parle de Saint-Bernard, on parle pas de chiens de montagne? Pas du tout. Ne pas confondre avec les Saint-Bernard. C'est pas les mêmes. Ils sont plus endurants, ceux-là. Ils n'ont pas besoin de la petite bouteille sous le cou. Mais en tout cas, à ce moment, ça m'a vraiment fait rêver et je me suis inscrit avec eux et j'ai fait mon premier marathon en 2013, le marathon de Sénart. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement, toi, tu trouves dans la pratique de la course à pied? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? À quel point ça contribue à ton bien-être? Ça me détache. C'est-à-dire que, bon, après, j'ai un boulot j'ai pas mal changé de boulot. Enfin, je suis toujours infirmier, j'ai toujours été infirmier. Mais j'ai changé d'endroit, j'ai fait du libéral, j'ai fait de la nuit, j'ai fait du jour. Donc, c'est quand même un boulot qui prend un petit peu le mental, l'esprit, le moral. Enfin, tout ça, on voit beaucoup de choses qui sont assez difficiles et on les ramène avec nous dans la tête. Et la course à pied, ça me permet un petit peu d'évacuer parce que je cours tout seul. Même si je suis en club, je cours tout seul et je fais une fois par semaine une sortie avec eux. Mais sinon, en grande partie, je suis seul. J'aime bien courir le soir, après le boulot, donc aux alentours de 21 heures. Je vide un petit peu l'esprit et je me détache de mon boulot, ma vie de famille. Oui, j'ai une vie de famille aussi, hein, je précise. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Ils sont grands maintenant, 19, 17 et 14. Donc là, ça me permet juste d'évacuer tout ça. Et beaucoup de bonheur aussi, la vie de famille, tu peux le dire. Ah bah oui, quand même, oui, quand même. Et puis une certaine stabilité aussi. Bien sûr. C'est pour ça qu'en pratiquant la course à pied, on sort de ce carcan un petit peu, de ce cadre, et on est un petit peu tout seul. Et c'est ce que j'aime dans les courses très longues, c'est que pendant un jour, 2 jours ou plus, j'ai plus de famille, j'ai plus de travail, j'ai plus rien du tout, et je suis tout seul. Mais je sais que je vais retrouver tout ça par là, c'est évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de tes atouts, toi, naturels dans la course à pied? Qu'est-ce que tu penses que tu arrives à bien faire? Et puis peut-être les zones sur lesquelles c'est plus difficile pour toi, où ça te demande plus de boulot? Alors, ce qui me demande du boulot, c'est la vitesse, le travail de la vitesse, parce que même si c'est des courses longues, il n'empêche qu'il faut quand même travailler la VMA, et ça, c'est pas trop mon truc. Mes atouts seraient plutôt l'endurance, parce que je ne me lasse pas. Moi, mon rêve, c'est les grandes routes californiennes qui sont toutes droites et qui mènent nulle part. Mais moi, ça me dérangerait pas de les faire, quoi. C'est la grande route qui est entre Pouilly et Réau sur le marathon de Sénart, elle me dérange pas. Au contraire, c'est dans ce genre d'endroit que je me vide le plus l'esprit. Donc plutôt l'endurance et le mental où je suis très solitaire. Enfin, je suis sociable hein, quand même. Je suis pas un sauvage, mais je peux être tout seul. Je m'ennuie jamais quoi. Je m'ennuie pas. Et ouais, effectivement, des conditions indispensables pour bien performer sur les formats sur lesquels tu t'alignes. Effectivement, il faut avoir un mental d'acier. Et puis, je pense que l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui en est la meilleure illustration. Tu connais bien l'émission, donc tu es assez familier du principe de la basket chinoise, qui est notre format de portrait chinois en version sportif. Si tu étais un personnage de fiction, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu serais, Abdenour? Moi, j'avais pensé à Forrest Gump. Forrest Gump, alors le film est tout simplement génial, où on voit toutes ses facettes. Mais moi, vraiment le moment qui me plaît le plus chez ce personnage-là, c'est quand il se lève et il part courir. Voilà, il se lève et il se barre. Il sait pas où il va, mais il va tout droit. Et moi, c'est un petit peu toujours un petit truc que j'ai en tête. Je me dis un jour, il faudrait que je me lève et que je parte, quoi. Bon, après, j'ai ma vie de famille qui me calme tout de suite, donc je me rassieds là où je suis. Mais si j'avais pas tout ça, oui, je me lèverais et je partirais. Ou je ne sais pas. Autant les crevettes que Forrest Gump? Euh, Pas plus que ça.
D'accord. Pas plus que ça. Le reste du personnage, c'est un peu plus compliqué, je veux dire. Mais c'est vraiment cette partie-là qui m'attache à ce personnage-là. Si tu étais un animal, Le chat. Le chat parce qu'il est autonome. Il fait sa vie. Il se détache complètement de tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu crâneur des fois. c'est pas trop ton style, ça, pourtant. Oui, enfin, quand je dis qu'il est crâneur, c'est-à-dire qu'il est hautain, mais moi, je l'ai pas, ce regard, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, il est sociable quand il veut, c'est-à-dire quand il a besoin, ou quand il y a besoin d'être sociable, il est sociable. Mais par contre, il est complètement autonome. Il fait sa vie, il demande rien à personne. Est-ce que tu pourrais nous parler du sportif ou d'un sportif ou d'une sportive qui t'inspire en particulier? Alors, je suis pas télé du tout même. Je regarde pas de sport à la télé. Je suis pas fan de quoi que ce soit. Je suis stéphanois, mais je suis pas fan de foot. Je regarde pas les Jeux Olympiques. Enfin, je suis rien de tout ça. Mais si je devais en choisir un, ce serait Kylian Jornet parce que c'est un mec qui est humain, qui est pas là parce que on l'a dit d'être là. C'est parce qu'il est né là-dedans. Il est humble comme c'est pas permis. Il a beaucoup d'humour. Il a fait des belles vidéos avec le Team Salomon. Au moment du 1er avril, ouais, c'était très drôle quand il annonçait sa retraite et qu'il se consacrait désormais à la pêche à la ligne. Cette année, c'était plutôt bien fait. Et puis il y a une vidéo où il montre un petit peu son sac de préparation où il nous sort des raquettes, des skis, des bâtons, enfin c'est un truc énorme quand on sait qu'il est minimaliste au maximum. Et puis voilà, quand il fait ses petits lives Facebook pendant l'UTMB, enfin, c'est quelqu'un qui est très simple, mais par contre qui a une performance hors norme, quoi. Donc c'est vraiment l'ultra terrestre comme on dit. Donc si je devais en choisir un, ouais, ce serait lui. Ouais, jolie référence, effectivement. Et source d'inspiration pour beaucoup aussi, je pense. Merci Abdenour. On va passer maintenant à ta course épique, l'UTMB, et plus spécifiquement son édition 2018. Juste quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qui est l'UTMB, malheureusement annulée cette année comme beaucoup d'autres courses. C'est une course qu'on ne présente plus. Pour en donner brièvement les contours, c'est une course en montagne qui part de Chamonix. L'objectif est simple, c'est avaler d'une traite 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont Blanc pour retrouver Chamonix en moins de 48 heures et 30 minutes. C'est la barrière qui est fixée. Le tout après un passage en Italie et en Suisse. Donc ces 10 000 mètres de dénivelé se composent de 10 bosses d'environ 1000 mètres chacune, dont les principales, la Croix du Bonhomme, le col de la Seigne, le Grand Col Ferret, sont devenus de véritables mythes et tu vas nous embarquer à la rencontre de ces mythes. Pour ceux qui auraient du mal à se représenter une telle orgie de verticalité, 10 000 mètres de D+, ça revient à gravir 36 fois les 1665 marches de la Tour Eiffel ou encore 270 fois les 222 marches du Sacré-Cœur à Paris. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Ouais, exactement. L'Ultra Trail de Montmartre qui a créé Casquette Verte qu'on avait rencontré à l'occasion de notre 3e épisode, je crois. Donc voilà, le départ se fait à 18h le vendredi soir et donc là, ça veut dire que pour la majorité des participants, il faut prévoir 2 nuits complètes sur les sentiers. A priori, l'arrivée se fait le dimanche dans la journée. En tout cas, pour la plupart des participants qui ne sont pas Xavier Thévenard ou Kylian Jornet ou François Den, il faut compter 2 bonnes journées pour rallier Chamonix et le chemin du retour et franchir l'arche mythique dont tu vas nous parler un petit peu plus tard. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de ton histoire, il y a un petit classique désormais dans Course Épique, c'est la question qui pique de Course Épique. Voilà, une petite question avec laquelle je titille très gentiment mes invités. C'est ton tour, Abdenour, tu vas devoir te frotter à cet exercice difficile. Sur l'édition 2018 de l'UTMB, on comptait plus de 76 nationalités qui étaient présente. Et en fait, il a été calculé la moyenne de cotes ITRA de chacun des pays représentés. Donc très concrètement, l'ITRA a pris par exemple l'ensemble des cotes des coureurs et des coureuses français inscrits et a calculé une moyenne de cotes pour la France. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, le pays qui a eu la meilleure cote cette année-là, donc en 2018, l'année à laquelle toi tu as participé? La meilleure cote ITRA? Waouh! Au global, un pays qui compte les coureurs, en gros le niveau de coureur le plus relevé. Oh j'ai envie de dire la France. Eh bien, figure-toi que non, et en réalité, c'était quand même globalement introuvable, je pense. Il s'agit du Tibet, puisque le Tibet avait un seul et unique coureur qui est Sangay Sherpa, et qui avait une cote très solide de 812. Donc voilà, pas hyper simple à trouver, c'était un peu piégeux, mais donc c'était le Tibet qui avait la meilleure moyenne de cote ITRA cette année. Juste pour la petite histoire, la cote médiane pour les participants de l'UTMB, je l'ai découvert en fouillant un peu le sujet, elle était de 545, donc qui est finalement pas si élevée, pardon, il n'y a pas d'accord. Et parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, voilà, c'est pas tant que ça, on pourrait imaginer que c'est plus relevé en tout cas, et il y avait seulement près de 4% des coureurs qui comptaient une cote supérieure à 750.
Bon, on a fini de parler les sessions des chiffres et des lettres, c'est terminé. On va se lancer maintenant avec toi dans ta grande aventure et ta course épique à l'UTMB. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter le contexte et le moment auquel tu as décidé, toi, de t'inscrire? Comment tout ça s'est orchestré et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Je voulais faire du long et la première fois que j'ai fait un 100 km, c'était 100 km de Cléder et c'était en 2015, et j'étais tout fier d'avoir fait mon premier 100 km et tout le monde m'a dit mais non, si t'as pas fait les 100 km de Millau, t'es pas 100 bornard. Bon bah du coup l'année d'après j'ai fait Millau, donc là du coup j'ai validé le 100 bornard. Et je me suis dit, bon, si c'est pareil pour l'Ultra Trail, bon, autant que je me lance sur l'UTMB directement au lieu de commencer par les autres cours. Donc, c'était un programme sur 2 ans quand même pour valider les points. Et alors, je suis pas montagnard du tout. Hein. J'ai jamais couru en montagne en fait, ni avant, ni pendant, enfin, si pendant la course, mais même après, j'ai jamais couru en montagne. La montagne, c'est juste de la randonnée. Et encore, j'y suis allé une fois ou deux. Donc même dans la phase préparatoire spécifique à l'UTMB, tu t'es jamais frotté à la montagne? La moyenne, c'est-à-dire que la seule course vraiment montagneuse que j'ai faite, c'est l'Ultra du Pas du Diable, où il y a 7000 de D+, mais c'est dans les Cévennes, donc on ne dépasse pas les 1300 mètres, je crois que c'est 1300 mètres d'altitude. Et par contre, on fait plusieurs bosses comme ça casse bien les jambes. Mais sinon, non, je savais pas du tout comment mon corps allait réagir à 2500 mètres, pas du tout. C'était vraiment la grosse aventure. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis inscrit à l'UTMB. Avant, c'était un projet déjà avant de s'inscrire, il faut déjà faire les points. Donc les points, je les ai faits via la Saint-Élion, les Côtes Trail, le Pas du Diable et puis l'Ultramarin que j'ai fait 2 fois aussi, 177 km. Il faut 15 points ITRA, hein, c'est ça, pour pouvoir s'inscrire à À l'UTMB? l'époque, il fallait 15 points en 3 courses. D'accord. Tu as construit ce projet-là sur 2 années, c'est ce que tu disais? C'est ça, ouais, pour avoir les points. Et l'UTMB, est-ce que c'était un rêve particulier? Est-ce que c'était une course qui suscitait un intérêt particulier? C'était un accomplissement absolu pour toi? Ou est-ce que c'était finalement une suite logique et l'étape d'après? Ouais, non, c'était pas l'accomplissement absolu. Moi, mon accomplissement absolu, j'aurais presque pu le faire cette année si j'avais pas eu toutes les embrouilles. Mais moi, c'était plutôt le Tour des Géants, en fait. Donc ça, c'est mon accomplissement absolu. Donc l'UTMB, c'était une étape, en fait. Et oui, qui est un peu mise en pause avec ce que tu nous racontais, là, le fait que tu sois Voilà, c'est blessé ça. Parce actuellement et que que ça reporte d'autant tes projets sportifs pour les mois à venir. c'est ça. Mais j'avais été pris au sort hein, pour cette année, hein, pour le Tour des Géants, mais bon, vu que ma cheville ne récupère pas du tout, j'ai abandonné le projet, donc puis tant mieux parce que ça a été annulé. Et pour l'UTMB, tu as été tiré au sort dès de ta première inscription? Du premier coup. Donc là, j'ai un peu réagi quand j'ai eu la réponse. Je me suis dit, oups, je suis pas dans la merde parce que j'étais pas du tout prêt. Je pensais avoir 2 ans devant moi encore, et en fait non, j'ai été pris du premier coup. Tu le sais combien de temps avant la course, en fait, que tu es retenu? Vers le mois de, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est vers mi-janvier à peu près. D'accord, sachant que la course se tient donc fin août, je Fin sais plus janvier. si je l'ai dit plus tôt, mais ça laisse 8-9 mois Oui. pour intensifier la préparation. Oui, bien sûr, parce qu'on démarre pas à zéro non plus. On a quand même du foncier derrière. Faut quand même c'est pas l'idéal, ce serait quand même d'avoir fait au moins du 100 bornes, de l'ultra, peut-être un petit peu de montagne, effectivement, mais en tout cas beaucoup de foncier en tout cas. Parce que dans la mesure où on fait une grande partie en marchant, pour moi, ça n'engage que moi. Avoir fait de la montagne, c'est pas une obligation, mais au moins avoir fait du foncier, et ne pas avoir peur de se frotter à un 180 km, même à plat, pas grave. Mais au moins avoir le mental de passer 2 nuits à l'extérieur. Tu t'es inscrit avec des amis ou tu t'es inscrit seul? Je me suis inscrit seul. J'embarque personne avec moi. Après, j'ai des amis qui viennent, il n'y a pas de souci. Mais je suis plutôt solo quand je fais mes courses. J'embarque pas ma famille, j'embarque personne. J'ai pas d'assistance. J'ai personne à l'arrivée. Mais ça me va très bien. C'est comme ça que j'aime. C'est ce que j'aime en tout cas. Si on parle de ta préparation, donc plus spécifique à partir du moment où tu as su que tu avais été tiré au sort, comment est-ce que tu as organisé donc entre janvier et août ta préparation, comment étaient structurées tes semaines, quelles courses tu as placées le long du parcours sur ces 8 à 9 mois, comment est-ce que tu as organisé ton calendrier sur cette période? J'ai fait en fonction de ma vie personnelle, parce que je peux pas non plus me libérer comme ça pour partir en week-end à la montagne. Hein. Donc, je reste à la maison. Donc, dans l'année 2018, j'ai fait 2 marathons. J'ai fait l'Ecotrail 80, où l'Ecotrail, c'était l'édition un peu boueuse, même beaucoup, même d'ailleurs, très boueuse d'ailleurs. Et j'ai fini à 4 minutes de la barrière horaire. Voilà, le décor est planté. Avec arrivée à la Tour Eiffel? C'est ça.
Ah oui, je voulais monter au premier étage, hein. Ah non, mais là, j'ai accéléré comme un malade sur la fin, mais je voulais monter sur la Tour Eiffel. Donc, j'ai fini à 4 minutes de la barrière horaire. Ensuite, fin avril, j'ai fait le Pas du Diable. Donc, le Pas du Diable, c'était une très belle expérience. D'ailleurs, je conseille à tout le monde. C'est un 130 km avec 7000 de D+. Donc, ça représente à peu près 2 tiers de l'UTMB. Et c'est à faire en maximum 33 heures, qui correspond à peu près à 2 tiers du temps de l'UTMB aussi. Donc, ça nous donne un bon point de situation par rapport à notre préparation. Et puis, c'est pas trompeur puisque j'ai fini dernier. Voilà. Mais j'ai fini. Elle est très exigeante, hein, elle est très dure, hein. Moi, j'ai trouvé même plus dur que l'UTMB, mais elle est très dure. Mais En ce tout qui cas, elle est compte, c'est de super finir. belle, elle C'est est magnifique. effectivement, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais peu importe le chemin, l'objectif, c'est d'aller au bout, et c'est ce que tu as réussi à faire sur cette course-là. Exactement. Mais... Mais pour me motiver, justement, il fallait que je fasse des courses comme ça. J'ai fait les 100 km de la Bargeau aussi, au mois de juin. Donc, j'ai quand même pas mal chargé en foncier, surtout. Donc, la Bargeau, c'est un trail en Normandie, vers la pointe du Cotentin. C'est un 100 km avec 2500 de D+. Donc, c'est super sympa aussi. Et puis, j'ai fait le trail des Moulins, c'est à Mondeville, en région parisienne. C'est un 50 km. Voilà, ça a été les grosses distances. Après le reste, ça a été surtout la course autour de chez moi, des sorties, des week-end shocks. Mais par contre, très peu de dénivelé en fait, parce que moi, mes sorties, je pouvais courir 25 km et avoir 30 mètres de D+, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose. J'ai vraiment travaillé le foncier plus que le dénivelé. Après, je me suis trouvé une bosse que je faisais 20 fois, 30 fois, 40 fois. Mais bon, je pense pas que ça ait porté plus de fruits que ça. Dans quel état d'esprit et disposition physique tu termines ta prépa? Est-ce que tu te sens très affûté ou au contraire un petit peu éprouvé de ces mois de préparation? Comment tu te sens? Enfin, t'es au top ou t'as l'impression que t'es un peu sur le fil et que tu joues avec tes réserves? Alors, au top, affûté, non, je sais pas ce que ça veut dire affûté, hein, j'ai jamais été affûté. Je suis pas d'entraînement particulier, donc c'est vraiment au feeling, mais je me fais quand même un cadre d'un minimum de kilomètres par semaine quand j'ai une préparation, hein, quand j'ai un objectif. Par contre, au niveau de l'inquiétude, pas plus que ça. Je suis pas quelqu'un de spécialement angoissé et je m'adapte. Je m'adapte énormément. Si j'ai du temps, je vais ralentir. Si j'ai pas de temps, je vais accélérer. Donc non, ça fait partie de mon travail aussi. Je m'adapte. Parce que j'avais entendu dire, moi, que à la limite, presque arrivé à la fin de la prépa de l'UTMB, d'être arrivé, enfin, c'était déjà finalement une phase de sélection. C'était les gens qui arrivaient à prendre le départ parce qu'ils avaient réussi à passer à travers toute cette prépa assez lourde et que c'était déjà finalement une façon pas d'écrémer, mais en tout cas, il y avait une sélection naturelle qui s'opérait par la préparation elle-même très intense et les mois que ça a pu mobiliser dans son agenda et sur son physique, quoi. Oui, et c'est là où c'est important de lister la préparation sur les 8 mois qu'on a en fait, hein, de février jusqu'à août. Faut lister sa préparation, faut pas tout mettre sur la fin et les efforts faut qu'ils soient réguliers. C'est-à-dire que si on fait tout sur la fin et qu'au début on travaille la vitesse, enfin, moi j'ai pas de plan d'entraînement, hein, je sais pas faire, je sais pas sur un plan d'entraînement, ma vie est trop compliquée pour ça. J'improvise un petit peu, mais c'est un petit peu, c'est des blocs. C'est-à-dire, moi, mes week-end shocks, je les ai faits, si je ne m'abuse, en mai, juin et juillet. Voilà. Mais j'en ai pas fait en août, par exemple. Nous voilà à Chamonix. Allez, on prend le train ou la voiture. Non, je pense que tu as pris la voiture, je sais plus. En tout cas, direction Chamonix. Est-ce que tu pars, enfin tu l'as dit tout à l'heure, en tout cas, ta famille t'a pas suivi. Est-ce que tu connais quand même d'autres coureurs qui prennent le départ avec toi? Alors, moi, je me suis pris un Airbnb à Salanches parce qu'il y avait plus rien sur Chamonix. Un super pote à moi, mon pote Gilles, un multimarathonien qui, lui, a décidé mais il m'a suivi sur la fin. Et puis voilà. Donc, moi, j'étais tout seul de mon côté à Salanches et tous les autres étaient à Chamonix. Donc, j'avais mes amis Lapin Runner, Carole et Émir. Donc, c'est des amis avec qui je cours depuis quelques années et on se retrouve sur les ultras. Et quelle place tient l'UTMB sur place à Chamonix quand tu arrives? Est-ce que tu as l'impression que toute la ville tourne autour de cet événement? Enfin, qu'est-ce que ça te procure, toi, comme sensation, le moment où tu découvres finalement cet endroit dont tu rêves depuis plusieurs mois? Comment ça se passe quand tu te confrontes à l'ambiance de la ville et tes premières sensations? Enfin, quelles sont-elles? Ah, c'est énorme. C'est énorme, c'est une vraie fourmilière. C'est là où c'était impossible d'organiser au mois d'août là de 2020 parce que là c'est pas possible. Il y a du monde dans les rues, il y en a plein qui sont déjà avec leurs chaussures de trail, leurs vestes, moi j'avais ma veste du Pas du Diable. On est là pour essayer de se reconnaître entre nous. On discute avec tout le monde. L'ambiance elle est magique parce que l'événement il a commencé depuis le lundi avec le départ de la PTL. Après il y a toutes les autres courses qui démarrent le jeudi, le vendredi. Il y a la CCC, il y a enfin, les arrivées, il y a tout ça. Le Chamonix, je connaissais pas du tout. C'est très joli, c'est très mignon comme village, mais c'est super animé de partout.
Enfin, on est dedans et on sent l'ambiance. Et après, quand on arrive sur la place, on a l'arche du TMB et là, enfin, on reste scotché. Pour avoir vu beaucoup de vidéos sur l'UTMB, cette arche, je voulais la voir. Je voulais la voir et la revoir, évidemment. C'était un projet. C'est un moment qui marque beaucoup. Et toute cette ambiance, est-ce finalement ça te galvanise ou ça commence à te faire un peu monter en pression avec l'enjeu de l'événement? Comment tu gères ça? Alors, en pression, moi, je suis en compétition qu'avec moi-même, donc je n'ai pas vraiment de pression. Mais par contre, effectivement, on a toujours tendance un petit peu à se comparer aux autres. Et je me disais que j'avais absolument rien à voir avec eux, quoi. Parce que la plupart, ils étaient quand même bien affûtés. Ils avaient des gueules, des gaines, des physiques en tout cas, d'ultra trailer, quoi. Chose que je n'ai pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans ce contexte-là. Je ressemble pas du tout à un ultra trailer. Je pense que je ressemble même pas à un coureur d'ailleurs, mais je suis le coureur lambda qui s'était un petit peu trompé. Enfin, je parle de mon esprit, hein, qui s'était un petit peu trompé de course. Personne ne me l'a dit, hein, bien au contraire. Hein. Mais effectivement, on aurait pu me dire, mais vous êtes sûr que vous voulez récupérer un dossard? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la course en elle-même? J'ai un peu étudié des vidéos qui racontent ton histoire, voilà, les sacs de délestage, le principe des barrières horaires, comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous donner juste un petit aperçu pour les gens qui connaissent pas la façon dont ça fonctionne, comment c'est organisé sur cette dimension plus logistique? Alors, au niveau logistique, en fait, quand on arrive, on doit récupérer son dossard et ça se fait pas comme ça. Il faut venir avec tout son matériel, tout le matériel qu'on va apporter le jour de la course. Donc, avec le kit grand froid, le kit chaleur, je crois qu'ils appellent ça. Ils appellent ça comme ça. Ensuite, on passe par la surveillance du matériel. Donc, on fait une file. Enfin, il nous faut à peu près 1 heure et demie pour récupérer son dossard. Hein. Donc, on nous donne une liste avec 3, 4 éléments qui sont cochés et il faut montrer ces éléments-là. Donc, moi, j'avais la veste. Moi, je pense que la veste, elle est automatique. Elle est automatique hein. La veste, le sac à dos, et puis moi, j'avais les lampes frontales aussi. Donc, il faut 2 lampes frontales avec 2 batteries de recharge. Donc, moi, j'ai eu un petit souci là-dessus parce que moi, c'était lampes frontales qui se chargent en USB. Donc, eux, ils voulaient une lampe avec une vraie batterie. Donc, je suis allé en acheter une au magasin à côté. C'est pas bien grave. Ils ont dû racheter des vestes, ils ont dû racheter des pantalons, ils ont dû donc après, une fois qu'on passe tout ça, certificats médicaux et on récupère notre dossard. Ensuite, on nous donne un sac en plastique UTMB où on met nos affaires qu'on voudra récupérer à Courmayeur. C'est le sac de délestage avec notre numéro de dossard. Et là-dedans, donc on peut mettre une paire de chaussures de rechange, des vêtements de rechange, du ravito personnel si on veut pas manger celui de la course. Enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin à mi-course. Et à Courmayeur, dès qu'on arrive, il y a une première personne qui nous voit avec notre dossard. Et dès qu'on dépasse un peu cette personne, il y en a une autre qui nous donne notre sac et on fait ce qu'on a à faire. Ensuite, on le redépose à la fin. C'est le sac de délestage. La course, elle est décomposée en tronçons. C'est ce qui nous permet quand même de la finir. Parce que plutôt que de se dire qu'on a 170 km, en fait, on n'a que des morceaux en fait, hein, de 10, 12, 15 km à faire de ravito en ravito. Et par contre, on a des barrières horaires. Donc, il y en a une bonne douzaine de barrières horaires quand même. Une bonne douzaine de barrières horaires où si on n'arrive pas à la barrière, eh ben, on est disqualifié. Et puis ça rigole pas trop l'organisation si t'as enfin, une seconde hors délai, tu sors et la course est terminée pour toi. C'est des mois de préparation qui tombent à l'eau pour parfois quelques secondes. Alors, on n'est peut-être pas à la seconde, mais par contre, il y en a à 5 minutes de retard, ils étaient disqualifiés. C'est chaud. Donc, il faut avoir une montre avec suffisamment d'autonomie pour avoir l'heure, au moins l'heure, pour être sûr de ne pas être en retard sur les barrières horaires. L'avantage sur cette course, c'est que les barrières horaires sont indiquées à chaque ravitaillement. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à un ravitaillement, on a un grand panneau qui nous indique la prochaine barrière horaire avec le kilométrage, le dénivelé et le temps nécessaire pour parcourir la distance. Donc, c'est pas mal. Moi, je me prépare mon plan de marche régulièrement avec toutes les barrières et les estimations de temps. Mais voilà, d'autres ne le font pas et ils peuvent s'en sortir quand même avec panneau. Est-ce que tu avais soigneusement étudié le parcours avant justement? Est-ce que tu t'étais plongé dedans et tu avais déjà tout bien en tête? Ah oui, moi je suis comme ça. J'étudie par des vidéos, j'étudie par les tableaux Excel. J'ai fait des tableaux, j'ai fait des estimations. Comme je sais que je suis plutôt en fin de peloton, ouais, en toute fin de peloton d'ailleurs. J'ai pris trois coureurs qui le faisaient en 45. Alors le temps maximum c'était de 46h30 en fait. Donc j'ai pris un 45, 46 heures et 46h30 je crois.
Et j'ai fait, à chaque ravito, j'ai fait une moyenne à peu près et j'ai fait mon estimation à partir de là. Donc, vraiment, tout était étudié. Je savais qu'à tel endroit, il fallait que j'y sois à telle heure. Et si je l'étais pas, c'est que j'avais de l'avance ou du retard, mais ça, c'est un peu dommage. D'accord, et donc tu t'étais bien préparé. Et donc là, on est la veille du départ. Comment se passe la nuit? Enfin, est-ce que t'as un sommeil apaisé? Est-ce que tu es nerveux en regard de l'enjeu enfin, voilà, qui se profile devant toi? Alors, moi, dans mon métier, j'ai travaillé pendant 15 ans de nuit. Donc, je tiens très bien la nuit parce que même à mon travail, je fermais pas l'œil. Donc, quand j'ai une grande course comme ça, souvent, je dors très mal la veille parce que beaucoup de choses se passent dans la tête. On est à Chamonix, on a cette course qui est quand même internationale. C'est quand même ce genre d'événement qui nous permet de nous frotter aux meilleurs internationaux. Enfin, j'ai couru avec Kylian Jornet. Bah, j'ai même fini avant lui d'ailleurs, si je précise. Mais on peut le dire. Et tout ça, ça broche pas mal quand même dans la tête. Donc, moi, je suis arrivé le mercredi pour me prévoir 2 nuits sur place. Et j'ai même vu avec notre pharmacienne au boulot pour qu'elle me donne un petit truc pour dormir. Parce que sinon, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai passé 2 nuits dehors. Je suis capable de pas dormir pendant que je cours. Donc, si je veux tenir, faut quand même que je dorme avant. Donc, elle m'avait prévu un petit truc pour dormir le mercredi soir et le jeudi soir. Et ça, c'est plutôt bien passé. Là, c'est le grand jour, c'est le moment du départ. Comment est l'ambiance? Tu es dans le sas? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Il fait vraiment pas beau, il pleut un peu, il fait froid. Enfin, on part déjà avec nos vestes de pluie, nos bonnets, nos gants. Enfin, je me dis, ça va être long, quoi. Si ça démarre comme ça va être long. Mais bon, après, voilà, ça s'est un petit peu calmé. On va dire que la pluie s'est arrêtée. Ça restait couvert. On était dans le sas de départ. Et là, on sent toute l'ambiance, toute la magie. Ça parle toutes les langues autour de nous. C'est une super ambiance très positive. Il y a énormément d'ondes positives. On sent pas vraiment le stress enfin moi en tout cas, je n'ai pas ressenti le stress le sas. J'ai plutôt ressenti l'envie d'y aller parce que bon ben voilà, ça fait des mois qu'on se prépare, on est sur place. Bon ben à un moment ou à un autre, faut y aller quoi quand même. Et voilà, donc la musique, Vangelis évidemment, parce que celle-là, je l'avais étudiée, je l'avais écoutée je ne sais combien de fois. Et puis là, bon, ils nous ont fait une petite version un petit peu modifiée. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Nous, ce que je voulais en tout cas, c'était passer sous l'arche et puis commencer la course, voir à quoi vraiment elle ressemblait de mon point de vue à moi et pas du point de vue des autres coureurs que j'ai vu en vidéo. Quel objectif tu t'étais donné au moment de prendre le départ? Alors, en premier, le finir. Et puis, c'était plutôt aux alentours des 46 heures, hein, dans la dernière heure, en fait, hein, entre 45h30 et 46h30. Je me donnais une heure de marge parce que je savais que je ne le finirais pas avant, c'était pas possible. Donc le départ est donné à 18h le vendredi 31 août. Est-ce que tu peux nous parler des premiers kilomètres de ta course, avec notamment un passage des Ouches au 9e kilomètre et puis ensuite direction Saint-Gervais au kilomètre 21. Est-ce que tu peux nous parler de ce début de course? Alors, début de course, déjà, en marche, hein, parce que quand on traverse Chamonix, c'est tellement blindé de monde. Les gens sont là pour nous encourager. Et puis, je dis, il y a vraiment toutes les langues. C'est absolument génial, mais on peut pas courir. Après, sur la sortie de Chamonix, on se met un petit peu à courir, à trotter. Et puis c'est parti pour les Ouches. C'est relativement plat pendant 9 kilomètres. Et les Ouches, bon, c'est le premier ravitaillement, mais bon, 9 kilomètres. Enfin, moi, en tout cas, j'ai continué tout droit. J'ai pas besoin de m'arrêter. Je bois pas beaucoup en course, hein. Je bois pas beaucoup, je mange pas des masses non plus. Et ensuite, après les Ouches, il y a la côte du Déleuvray. Alors ça, c'est une belle côte quand même. Elle fait mal et elle annonce tout de suite le tarif. Donc on marche, tout le monde marche. Donc on sort les bâtons, on marche. Quand même une bonne allure parce qu'on est quand même frais, on vient de démarrer. Et puis ensuite, quand on arrive tout en haut de la côte du Déleuvray, alors je ne saurais pas dire le nom, mais on descend sur Saint-Gervais. Et là, on pense, enfin, je pense réellement récupérer un petit peu de temps. En fait, on avait 4 heures. On devait arriver avant 22 heures à Saint-Gervais. Donc, je me suis dit, ça va, si j'arrive en 3 heures pour faire un semi, ça me paraissait raisonnable. Et en fait, pas du tout, parce que la descente, c'était vraiment de la boue, de l'herbe mouillée. Il repleuvait un petit peu. C'était super glissant. J'ai un petit peu déçu de l'accroche de mes Cascadia. Je pensais qu'elles adhéreraient plus que ça au sol. Et puis, en fait, j'ai vachement glissé. Donc, pour limiter la casse, parce que si c'est pour se tordre une cheville à cet endroit-là, c'est un peu dommage. Du coup, j'étais obligé de ralentir. Et puis, je suis arrivé à Saint-Gervais à 21h30. Donc, j'avais 30 minutes d'avance. Donc oui, on va en parler beaucoup là pendant nos échanges, mais effectivement, ça a été une espèce de valse avec la barrière horaire pendant toute la course et voilà, t'as flirté avec la limite pendant un bon moment. Ah, c'est plus une valse, hein, c'est un zouk, hein, c'était un collet serré. Hein.
Donc là, tu repars de Saint-Gervais, donc on est de nuit, en gros, il est 21h30 à peu près, direction la Croix du Bonhomme, puis le col de la Seigne, qui marque le passage en Italie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces kilomètres suivants, là, jusqu'au kilomètre 44, comment se passe cette petite session nocturne? Alors, ouais, tout ça se passe de nuit. L'ambiance était plutôt sympa parce que ça avait un petit air de Saint-Élion avec toutes les frontales qui étaient allumées. Il y a toujours le côté un petit peu hypnotique de suivre le halo de sa lampe frontale et puis de se retrouver dans cette course et puis d'être frais et de se dire waouh, je suis pas tout seul. Pour l'instant, je suis pas dernier. Il y a plein de gens derrière moi. J'étais très bien. Je vais pas dire que j'étais au milieu du peloton, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, il y avait énormément de gens derrière moi, donc moi, ça avait ce petit côté rassurant. Et voilà, ça m'a vachement plu. Les montées, ça allait très bien. Les descentes, ben, elles n'étaient pas trop techniques, donc ça va, ça allait. Et puis, quand on est arrivé au col de la Seigne, il était 7h30 du matin, donc là, on passe en Italie. Et le col de la Seigne, on est bien en hauteur, il y a du brouillard, il y a, comment dire, c'était le lever du soleil, c'était super beau et c'était sympa. Ça m'avait bien plu. Mais par contre, il faisait froid, quoi. Ouais, c'est Il ça. faisait Donc froid. tu arrives en gros, donc la nuit, tu fais aucune pause, tu dors pas. Enfin, je pense que c'est un pas après l'autre, tu continues sans t'arrêter. Et oui, c'est ça, tu profites d'un lever de soleil visiblement incroyable. C'est ça, ouais, à la hauteur du lac Combal, c'est au kilomètre 65. C'est ça, exactement. Quand on arrive près du lac Combal, on descend donc en direction du lac Combal. Et là, sincèrement, c'est un paysage mais qui était, pour moi, c'était le Mordor. T'avais les montagnes qui étaient noires, le soleil qui éclairait ça, et t'avais la rivière qui passe au milieu. C'était magnifique, vraiment magnifique. Moi, j'étais au bout de ma vie. On avait passé la nuit, il faisait super froid quand même. Oh, j'ai envie de dire qu'il y a entre 0 et -5 certainement. Et puis il y a la fatigue de la nuit évidemment, plus celle de la course, parce que la combat, je suis arrivé à 7h30, non, à 8h30 du matin. Donc voilà, il y avait la fatigue. Ça faisait plus de 12 heures qu'on était, 14 heures qu'on était en course. Et voilà, ça c'est un peu normal. Hein. Faut pas se plaindre de la fatigue. On savait qu'elle allait arriver. Le sommeil, pour être clair, de toute façon, j'ai pas fermé l'œil de toute la course. Donc, à aucun moment, je me suis posé pour dormir, parce que d'abord, le sommeil n'est pas venu à ma rencontre, et puis parce que j'avais pas le temps de m'endormir, donc j'ai continué tout droit. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé au lac Combal, et c'était génial. Donc, je suis arrivé à 8h30 pour une barrière horaire à 10h. Ça va, j'étais bien. Large. T'as jamais été aussi large pendant tout le parcours. Non, C'était un bon moment. Et donc là, tu reprends le départ, tu te relances. Devant toi, il y a un sacré morceau, c'est le Mont Favre, qui est juste avant d'entamer donc la descente sur Courmayeur. Comment se passe ce passage-là? ah, Montfabre, ouais, c'est vrai que le Montfabre, ça fait mal quand même, hein, parce qu'on se prend quand même combien, je sais plus combien de D+, mais ça pique et les cuisses, ben, elles commencent un petit peu à se plaindre, mais ça passe mieux en montée qu'en descente. Voilà. Arrivé là-haut, ben, on a une super vue sur le Mont Blanc. Bon, faut connaître, hein, faut reconnaître le Mont Blanc. Moi, je sais pas trop à quoi il ressemble, donc je me suis un petit peu trompé. Mais moi, je pensais que c'était une montagne avec un chapeau blanc, hein, mais en fait, pas trop. C'est celle d'à côté, mais voilà, ça fait plaisir parce que c'est le thème principal quand même de la course. Donc, c'est bien beau de tourner autour, mais de le voir, c'est quand même vachement stimulant. Et donc, on arrive tout là-haut. Et puis, arrivé là-haut, ben, on sait on va descendre au coche écroué et ensuite sur Courmayeur. Et là, on se dit, c'est bon, je me dis, on va gagner du temps. J'ai souvent honte, mais c'est parce que j'étais tout seul, mais souvent, j'avais un acolyte à côté de moi. C'était soit mes amis lapin-renneurs, soit un étranger avec qui on discutait en anglais ou autre. Soit sinon, après, la copine Christine qui a couru avec moi. Moi, j'étais souvent en groupe de au moins 2 ou 3. Puis la descente sur Courmayeur, ouais, c'est une catastrophe. La descente sur Courmayeur, c'était des lacets avec des marches de tailles différentes, en rondin. C'était un terrain qui était sableux et poussiéreux. C'était enfin sans problème plein nez. Ça collait à la peau à cause de la transpiration. Enfin, c'était vraiment pas agréable. Et puis surtout, ça cassait les cuisses parce qu'une descente avec des marches comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur. Donc, je pensais avoir un petit peu d'avance. Je suis arrivé à Courmayeur avec 1h15 d'avance à peu près. Je suis arrivé à 12h05. Oui, c'est ça. 1h10 d'avance. Tu arrives à Courmayeur, qui est à peu près la mi-parcours de l'UTMB, et donc là, tu en profites pour
pour te changer. Et c'est le moment approprié pour ça, ce que tu nous racontais tout à l'heure avec le sac de délestage. Et là, tu as tendance, on peut le dire, à un tout petit peu oublier ta montre. Tu nous parlais de l'heure 10 d'avance que tu avais. Mais voilà, tu fais une petite coupure un peu plus longue que prévu. C'est ça. C'est le moment où on a le sac de délestage, où on récupère nos affaires et on se met un petit peu au sec. On se crème les cuisses s'il y a besoin. On se change de vêtements, de sous-vêtements, de chaussettes, de chaussures éventuellement. On a un repas un petit peu plus amélioré que sur les ravitaux. Enfin, c'est souvent des nouilles, du riz, de la soupe. Enfin, mais en tout cas, c'est servi un petit peu plus sympathique. Puis là, effectivement, comme tout le monde est là, c'est le grand gymnase, tout le monde est là, il y a plutôt une bonne ambiance, on fait pas trop attention au temps. En tout cas, je ne fais pas attention au temps et quand je repars, j'arrive avec 1h10 d'avance et je repars avec 5 minutes d'avance. Une sacrée coupure. Ouais, tu t'es un peu emballé. D'accord. Et tu te sens comment donc à l'approche de cette deuxième, enfin même pas une deuxième moitié de course, cette nouvelle course finalement devant toi, physiquement et moralement, comment tu te sens? Physiquement, je me rends compte que ça va pas trop mal. Les douleurs, on les gère, hein. On sait qu'elles sont là et qu'elles seront toujours là, il n'y a pas de souci. Et ça se gère, c'est pas un problème. La fatigue, pas tant que ça, parce que à surveiller un petit peu les barrières et puis à profiter de la course et de l'ambiance générale de la course. Il y a quand même, en plus des endorphines, il y a aussi l'adrénaline qu'on sécrète et ça tient bien éveillé. Donc ça va, le moral, le mental, il est au taquet, il n'y a pas de souci. Et même si je pars avec 5 minutes d'avance, voilà, je me dis qu'il faut que je garde la vitesse moyenne qui devait être aux alentours de 3,2 ou 3,3 km/h à peu près. Tant que j'étais au-dessus, j'étais bien. On cherche à se raccrocher à des petits plus, hein, c'est tout. Hein. Tu Voilà, c'est sorti comme ça. t'as des gens derrière toi à ce moment-là? Oui, oui, dans le gymnase, il y en avait, mais quand je suis parti, il y en avait encore qui étaient derrière moi. Plus beaucoup, hein. Mais après, j'en ai rattrapé sur la route et j'étais pas dernier, hein. Pas encore. D'accord. Et quelques kilomètres donc après, tu étais lancé de Courmayeur. Tu te fais un sacré coup de chaud là, entre Berton et Bonatti. C'est ça. Donc après le premier coup de chaud avec les 5 minutes d'avance, eh bien ma foi, c'est entre Berton et Bonatti, ouais, on avait 12 kilomètres à faire et certainement à cause de la fatigue, j'ai mal fait mes calculs en marchant parce qu'on calcule énormément quand on marche, hein. Donc j'ai mal fait mes calculs et je pensais que j'avais 2 heures pour faire les 12 kilomètres, ce qui est aberrant. Et ça ferait une moyenne de 6 kilomètres heure, qui n'est pas du tout logique dans la mentalité du TMB. Donc, mais bref, en tout cas, je me suis fait un gros coup de stress, donc j'ai accéléré. Et je voyais que j'arrivais pas à rattraper le temps, donc un petit coup de déprime. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'une heure que j'avais pas 2 heures, mais j'avais 3 heures d'avance. Enfin, 3 heures pour parcourir la distance, pardon. Et là, du coup, j'ai eu un gros coup de souffle et c'est bon, c'est reparti. Ça t'a Et là, je suis boosté, en train de ouais. redémarrer encore une troisième course. Te voilà reparti. Ouais, ouais. Et donc tu arrives à Bonatti. Là, tu as le plaisir de retrouver quelqu'un que tu connais, je crois, une amie à toi, pour te frotter C'est ensuite ça. au Grand Col Ferret. Alors, c'est une amie à mes amis lapin runner. On est monté là-haut et c'était un ravito où ils nous ont obligés à mettre les pantalons et les kits grand froid parce que là-haut, il faisait -10 en fait. Donc, si on n'avait pas le matériel nécessaire, on était disqualifié d'office. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est croisés, qu'on a discuté. Et à partir de là, on s'est quasiment plus quitté jusqu'à la fin. Donc, on a monté le Grand Col Ferret. Bon, c'est une super belle montée, hein. Mais bon, c'est Ça chatouille. Et un donc peu là, compliqué. le col, il est à 2500, 2600 mètres, c'est ça d'altitude. Pour toi qui n'as jamais fait de haute montagne, ce dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que c'est une épreuve particulière ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'impact physique sur toi? Pas du tout. Aucun impact. J'étais pas plus essoufflé qu'ailleurs. J'ai pas ressenti de troubles dus à l'altitude, rien du tout. Ça m'a pas, non, ça a rien de modifié du tout, non. Donc, je suis plutôt content, heureusement. C'était un petit peu l'inconnu, parce que 2005, je pense que j'ai dû y monter en ski ou en snowboard du moins, mais jamais en marchant comme ça. Donc, je savais pas ce que ça allait donner. C'était l'inconnu. Mais ça s'est bien passé. D'accord, tant mieux. Donc tu te sors du Grand Col Ferret, il y a la deuxième journée de course qui s'achève tranquillement, donc on est le samedi fin de journée. Tu entames ensuite une descente depuis le Grand Col. Jusqu'à la Foulie, Champélac. Ouais. C'était un peu compliqué. Les descentes étaient un petit peu plus techniques. La deuxième nuit, hein, parce qu'on est parti Grand Col Ferret, il était 19h30 à peu près. Donc, on a attaqué la deuxième nuit. Quand on avait fini Grand Col Ferret, on était à peu près à 6400 de dénivelé. Donc, il nous restait à peu près 3500 encore à faire. Beaucoup de fatigue, c'est évident. Beaucoup de fatigue au niveau musculaire, mais au niveau aussi nerveuse.
parce que parce que toujours pas dormi, rien du tout. Donc j'ai un petit peu traîné la patte, on va dire, pour descendre. Et puis les descentes étaient techniques et la descente, ça fait quand même beaucoup plus mal que la montée. Et d'ailleurs, elle a été fatale à des coureurs qui ont été devant toi, cette descente assez technique. Tout à fait. Un malheureux chinois qui tombait dans le ravin juste devant moi. Il était à 5 mètres devant moi et il zigzaguait un petit peu et hop, il a glissé. Il est tombé dans le ravin. On a tous une frayeur parce qu'on était un petit groupe de 4 ou 5 et on a tous une frayeur. On s'est précipité. Bon, on n'allait pas non plus aller le chercher parce que sinon on y allait tous. Et il était peut-être 3-4 mètres en dessous. Il s'est accroché à un arbre. Il a pu remonter. On l'a aidé. Il est revenu sur la piste et Il a il a réussi pu à reprendre sa repartir ou course. c'était une course finie pour lui? Non, il a pu repartir. Alors, est-ce qu'il a fini? Je ne sais pas. Mais lui, par contre, il s'est arrêté un petit peu. Là, pour le coup, il s'est arrêté sur le rebord et il s'est reposé un peu parce que il zigzaguait. Il a peut-être besoin quand même de prendre un peu de repos. Donc, nous, après, on a continué notre route et il y avait encore des gens derrière nous, hein. Et donc tu arrives toujours de nuit à La Foulie, qui est le kilomètre 109, direction Champélac. Comment ça se passe à ce moment-là en termes de barrière horaire? La foulée, j'arrive avec un quart d'heure d'avance. C'est pas foufou non plus, hein. Donc, un quart d'heure d'avance. Donc, je continue à courir avec un petit peu de stress. Ma montre a du mal à charger, donc j'ai pas toujours l'heure avec moi, un problème avec le chargeur. Donc, faut que je demande un petit peu l'heure à droite à gauche. Si la personne d'à côté parle pas la langue, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça, c'est du stress qui fait que l'adrénaline, elle est toujours là. Donc, le corps, il est toujours en éveil. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On arrive sur Champélac. Champélac, bon, j'ai pas vu le lac parce que déjà c'était la nuit et que j'avais vraiment la tête que dans le halo de ma frontale. Donc vraiment, ça aurait pu être Tour Eiffel à côté, je pense que je ne l'aurais même pas vu non plus. J'étais vraiment concentré parce que avec la fatigue, le champ de vision se réduit et plus le halo de la lumière. Alors là, c'est vraiment le cerveau se concentre que sur ce qu'il y a à 1 ou 2 mètres sur les côtés, pas plus. Et le paysage, on s'en fout. On trace tout droit et surtout avec les barrières horaires qui sont là, on fait attention. Et ensuite, tu te fais un sacré coup de chaud au plan de l'eau avec à nouveau une histoire de barrière horaire et un pointage que tu es censé faire. C'est ça. Décidément que de coups de chaud, j'en fais de temps en temps. C'est au moins le cinquième en une demi-course. Ça tient éveillé. Ouais, en fait, il y a toutes les barrières horaires sont sur un ravitaillement, donc c'est pas compliqué, sauf une. Une, c'est celle du plan de l'eau. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais celle-là, ce n'est pas un ravitaillement, donc c'est une barrière horaire qui est censée être présente. Et comme je te disais, avec la fatigue et la concentration sur le halo de lumière, moi j'ai rien vu de ce qu'il y avait autour. On savait qu'elle était alors je vais dire une bêtise, mais peut-être à 3 kilomètres de là où on était parce que j'avais mon GPS. Donc on avance, on passe à 3 kilomètres, on voit toujours rien. 4, 5, 6 kilomètres, on voit toujours rien. Et là, on devait y passer à 3h45. Oui, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, 3h45. Et normalement, j'étais dans le coin à 3h25, donc j'étais bon. Et puis en fait, 3h50, toujours pas de barrière, 3h55, toujours rien. À 4h du matin, on appelle le PC, on leur dit, mais attendez, c'est pas possible, faut pas nous disqualifier, on n'a pas vu votre barrière, ils nous demandent où est-ce qu'on est. Je regarde mon GPS, je leur donne le kilométrage, ils me disent, mais vous l'avez passé la barrière déjà? Vous avez déjà passé la barrière, c'était un camion avec 2 secouristes à l'intérieur et c'est pas des gens qui nous scannaient notre dossard en fait, parce que tous les ravitaux on nous scannait notre dossard. Là, il y avait personne qui nous scannait notre dossard. Ils étaient gentiment au chaud dans leur camion. Donc là, autant dire que le camion, je n'avais pas du tout fait attention à un camion. Moi, je cherchais toute une équipe quoi. En fait, pas du tout. Donc là, là, il a fallu s'asseoir un petit peu pour s'en remettre, parce qu'on était un groupe j'avais ma copine, la Christine, plus 2 Suisses et un Anglais. On était 5. Et là, on s'est posé 2 minutes pour faire redescendre parce qu'on pensait qu'on était disqualifiés. Ce qui avait été le cas de tes copains, les Lapins Runners, l'année précédente d'ailleurs, ils s'étaient fait. 2 ans avant, tout à Ouais. fait, ouais. 2 ans avant, ils ont été pris à cette barrière parce qu'ils avaient fait une sieste avant la barrière et ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait cette barrière. Ils attendaient un ravito, pareil, et ils ont été disqualifiés pour un quart d'heure. On n'aura pas les lapins deux fois. Ils ne sont pas fait avoir la fois suivante. Pas du tout. J'avais chaudé crâne d'eau froide. Bon, alors lapin et chaudé crâne d'eau froide aussi, tiens. Non, ils avaient pigé le truc et ils ont fait très attention ce coup-ci. Ils sont passés à l'heure à la barrière. Ils ont peut-être fait leur test après, du coup. Et un peu après le plan de l'eau, là, tu subis une première alerte physique un peu notable avec tes cuisses qui commencent un peu à faire des siennes. Ouais, une réaction cutanée un peu étrange avec une crème que j'avais déjà utilisée depuis longtemps, c'est l'arnicadol. Et c'est à base d'arnica, puis c'est une crème qui refroidit. Donc, je sais pas ce qui s'est passé exactement avec les frottements ou je ne sais quoi. J'avais les cuisses, mais alors les 2 cuisses qui sointaient en fait, qui étaient
quasiment en brûlure 2e degré. Ça suintait. Alors, j'avais plus rien à mettre. J'avais pas de crème avec moi. J'ai pas non plus une pharmacie extraordinaire. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de retirer mon caleçon de course et mon cuissard de moins et de juste mettre mon pantalon de pluie qui est plus ample, donc qui évitait de coller à la peau. Donc, qui a quand même collé un peu, donc qui collait, qui se décollait, qui collait, qui se décollait. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, la course a été un peu compliquée au niveau physique. Et là, on était à peine dans le 130e kilomètre. Donc, il me reste encore une bonne quarantaine à faire. Voilà, ça s'annonçait pas terrible pour la suite. Et donc, tu arrives ensuite au petit matin à Trient, c'est ça? Avec une marge de manœuvre qui est un peu juste en termes de chrono, parce que tu repars, je crois, avec 7 minutes d'avance en arrivant avec 30 minutes. En fait, tu fais une petite pause et il te reste plus que 7 minutes au moment où tu t'élances à nouveau en direction de Catogne. C'est ça. Quand j'arrive à Trian, j'éprouve quand même le besoin de me poser un petit peu parce que avec tous ces ravitaux un petit peu express, à Trian, c'est le petit matin et il est 7h30 du matin. J'ai dit non, faut quand même que je me pose 2 minutes, que je mange un truc, que je calme un petit peu les cuisses, que je vois un petit peu l'état cutané des cuisses. Et puis en fait, ben, sans faire trop attention, je ressors, je suis à 7 minutes de la barrière horaire. Chaud. Chaud. Ouais. Le silence en dit long, mais oui, Là, très très limite, effectivement. c'est ça. Et donc tu t'élances, ouais, tu vas en direction de Catogne et ensuite plutôt à l'économie et ensuite tu arrives à Valorcine au kilomètre 150. Donc on commence quand même à toucher au but, mais le timing continue d'être serré. Et puis là, il t'arrive une petite mésaventure à ce ravitaillement du kilomètre 150. C'est ça. Donc, quand on part de Triangle, on va sur Valorcine, on passe par Catogne. Déjà, c'est une belle montée, hein. On se prend, je sais plus combien de dénivelé, peut-être 800 mètres de dénivelé. Ça pique un peu. Arrivé à Valorcine, on arrive à 11h08 exactement. Et on doit partir avant 11h15. Donc, il ne reste pas grand-chose. Et là, le gars à l'arrivée nous dit, bon, vous inquiétez pas, vous arrivez, vous pointez, vous ressortez tout de suite pour pointer. Et après, vous reviendrez pour prendre quelque chose à manger et puis remplir vos gourdes. Bon, bah, c'est ce qu'on a fait. On est rentré, on est ressorti. Et puis, en fait, quand on a voulu re-rentrer, le gars de la sortie nous a dit non, 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 vous n'avez pas le droit. En fait, ils ont chacun leur discours, en fait. Et non, non, vous n'avez pas le droit. Si vous rentrez, vous êtes disqualifié. Donc là, on est resté dehors. On avait les gourdes vides. On n'avait plus rien à bouffer. Et donc, c'est un ami à Christine qui était là, qui est rentré dans le ravitaillement. Il nous a pris une bouteille de coca, une bouteille d'eau, et puis des petits trucs à manger. Et puis, on était 3 ou 4. On avait 2 Chinois avec nous. Et puis, on a partagé tout ça. On s'est fait un petit peu un pique-nique à l'extérieur. Genre, on avait le temps, en fait, hein. Mais en fait, on n'avait pas du tout le temps. Mais bon, faut quand même remplir les réservoirs et aussi bien en liquide qu'en solide. Et puis là, on est parti, ben, très récrac, bien sûr, sur la suite, en direction du col des Montets. Et au col des Montets, une erreur enfin, on nous dit que le ravito la barrière est à 2 km. On pensait arriver à un parking, c'était pas là, fallait continuer sur l'autre parking, c'était toujours pas là. On continue avec le stress. Et là, on court vraiment parce que là, on a un peu le stress. On est très, très juste par rapport à la barrière. Et là, on voit le ravito qui est en bas. Nous, on est en haut. Donc, nous, on court dans la descente. Le mec, avec sa petite douchette pour scanner le dossard, il court dans la montée. Et il nous scanne à tous les 4 notre dossard. Tac, 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 tac. Et en fait, on était en fait, on devait arriver avant 12h15 et on est arrivé à 12h15. Voilà. Donc, C'est ce qu'on appelle être in extremis, au ras du portillon. catastrophe. Et là, on discute un petit peu avec eux parce qu'ils ont modifié la fin. Ils avaient déjà modifié le début, ils avaient retiré les pyramides calcaires. Et là, ils ont modifié la fin, ils ont retiré les. Bon, ben c'est pas grave, ça me revient pas. Donc, ils ont retiré une petite partie du parcours. Donc, on pensait que ce serait plus court et plus facile. En fait, non, pas du tout. C'est exactement la même distance, c'est exactement le même dénivelé. Mais par contre, le terrain est beaucoup plus technique. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal de crapahutes dans les rochers. Le terrain est pierreux, caillouteux. Donc, c'était vraiment pas simple. Là, Tête au vent. Voilà. Excuse-moi, ça me revient. C'est la tête au vent qu'ils ont retiré. D'accord. Donc là, tu commences à avoir des nouvelles personnes qui viennent autour de toi pour t'accompagner. C'est les fermeurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu leur rôle? Alors, les fermeurs, c'est une équipe de 7-8 personnes à peu près qui sont là pour ben, comme son nom l'indique, pour fermer la course. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière les fermeurs ont fini leur course. Ils sont disqualifiés. C'est parce qu'ils avancent plus. C'est parce qu'ils ne seront pas à l'heure. Donc, normalement, derrière le dernier fermeur, il n'y a plus personne. C'est une sorte de sécurité. Donc, ça, ils partent du col des Montets et ils vont jusqu'à Chamonix.
Donc, à partir du col des Montères, on a été un petit peu motivés pour essayer d'avancer, avancer au maximum. Là, ma copine Christine avançait beaucoup mieux que moi, donc elle a tracé tout droit. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à terminer parce que j'avais vraiment les cuisses en feu. Et puis, cette brûlure sur les deux cuisses, là, ça m'atteignait encore plus. Donc là, j'ai vraiment eu du mal à suivre. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir les fermeurs qui étaient souvent derrière moi, à me tarabiscoter un petit peu pour que j'avance. Et c'est grâce à eux, hein, ils m'ont motivé. Sinon, je pense que j'aurais vraiment ralenti le rythme et j'aurais été hors course. Et donc, ça nous a mené jusqu'à la Flégère, qui est la dernière barrière horaire. Donc là, tu arrives à la Flégère, tu la vois au loin, je pense que tu vois cette dernière barrière horaire au loin, donc c'est très motivant pour toi. Et donc là, tu donnes un gros coup de boost justement pour pas passer à côté de ce dernier juge de paix et cette dernière possibilité d'être hors course, sachant que tu avais un timing qui était très serré. Donc là, tu mets les bouchées doubles dans la montée, tu puises dans tes ressources. En fait, dès qu'on sort, on sort de la forêt, on a une piste noire à remonter, donc qui est assez pierreuse. Mais et le ravito de la Flégère est tout en haut de la piste noire. Donc là, j'ai vu l'heure, j'avais à peine 7 minutes pour monter. Ouais, même pas, parce qu'on devait y être à, à 45. On devait être à 45 et ouais, il me restait à peine 7 minutes pour y monter et c'était pas possible. Donc j'ai quand même mis un gros coup de boost avec les bâtons, j'ai doublé du monde. Et ouais, c'est incroyable, mais j'ai doublé du monde. J'ai doublé du monde parce que je voulais pas me faire arrêter là parce que c'était la dernière barrière horaire. Après, c'est Chamonix. Donc arrêter une course comme ça avec tout ce qui s'est passé avant, c'était tout simplement pas possible c'était limite les larmes aux yeux parce que il fallait se donner tout ce qui restait d'énergie. Il n'y en avait déjà plus beaucoup, mais tout ce qui était restait d'énergie, il fallait donner à ce moment-là. Et arrivé à la Flégère, en fait, j'y suis arrivé avec 7 minutes de retard. Donc, j'y suis arrivé à 14h50, à 8 minutes, ouais, 7 minutes de retard. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué là-haut, c'est que ils ont tenu compte du changement de parcours à cause de tête au vent. Et ils sont partis du principe que tous ceux qui sortaient de la forêt devant les fermeurs, ils les acceptaient. C'est-à-dire qu'ils ont, grosso modo, ils ont rallongé la barrière horaire de 15 minutes. Donc, du coup, je me suis retrouvé à la barrière horaire avec 8 minutes d'avance. Et ça, c'est déjà pas mal. Et puis, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai le temps, je vais me poser, je vais prendre quelque chose à manger, à boire. Et ben, que dalle. En fait, on m'a dit, non, 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 non. Là, tu traces tout droit et tu vas sur Chamonix, c'est pas le moment de s'arrêter, il faut y aller, il faut continuer, faut pas s'arrêter ici. Tu t'élances dans un état d'esprit, enfin ça y est, t'as le sentiment que tu t'es arrivé ou presque, en tout cas, tu n'as plus de pression de barrière horaire. Là, tu fais les 8 derniers kilomètres, donc tu es accompagné par les fermeurs, c'est ça? Sur la dernière descente qui t'amène jusqu'à Chamonix? Là, je lâche l'affaire. C'est-à-dire, je lâche le chrono, je lâche les barrières, je lâche tout. Et le mental, il lâche complètement aussi, hein. Mais pas en négatif, hein. Je pars pas en pleurs ni rien du tout. Au contraire, hein. Je sors soulagé. Je dis là, ça y est, c'est fini. Pour moi, la course, elle est finie. Maintenant, Chamonix, c'est juste l'arrivée. On n'en parle plus. Donc là, j'ai pris le temps de descendre parce que ça faisait mal, hein. C'était vraiment une belle descente je pense, de piste noire aussi, hein. Donc c'était assez technique. Il y avait des cailloux, il y avait des passages avec des racines, il y avait tout pour faire plaisir, évidemment, quand on est les cuisses en feu. Et voilà, j'ai fait toute la descente avec les fermeurs et c'était vraiment des gens vachement sympas. On a sympathisé et Ben par-ci et Ben par-là et on a parlé de l'association, on a parlé de tout ça. C'était vraiment une descente entre amis. C'est super sympa. Et puis, arrivé sur Chamonix, on sort des sentiers battus, on arrive sur le bitume. Et là, je vois mon pote Gilles qui est là et qui est dingue de me voir arriver. Et je lui file la caméra, je lui dis, vas-y, c'est à toi de filmer ce coup-ci. Parce que moi, la caméra, j'ai lâché sur ce coup-là. Et j'ai eu la chance de l'avoir là et il m'a filmé toute ma traversée de Chamonix avec l'arrivée, hein. On n'est pas obligé de spoiler là, mais là, on y est. Parce que là, on peut le dire, enfin, en gros, tu es le dernier des finishers, tu es le dernier à réussir finalement à boucler l'UTMB, donc tu arrives comme un héros dans le village et à Chamonix, et donc tu vis une émotion très forte. Enfin, j'invite tous ceux qui auront l'occasion de le voir, je mettrai le lien, mais en tout cas de voir ton arrivée il y a une vidéo sur YouTube qui relate très bien et qui prend, qui est hyper fort en émotion. Et donc là, voilà, tu franchis, tu es le dernier finisher de cette course finalement. Alors, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là et l'accueil qui t'est réservé est complètement hallucinant? C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête. C'est vrai il est 4h30 de l'après-midi. Tous les gens sont dehors. Il fait un temps magnifique. Donc, ils sont aux terrasses des bars, aux terrasses des cafés. Ils se baladent avec leurs gamins et tout. C'était génial. Tout le monde est là pour applaudir, ovation, quoi. C'était vraiment l'ovation. Et j'ai même une pensée pour ceux qui l'ont fait
en 10, 12 heures de moins et qui sont arrivés à 4 heures du matin mais comme de parfaits inconnus parce qu'on leur a éteint les haut-parleurs, on a enlevé les planches de bois, le speaker ne parlait pas ou très peu parce qu'il faut pas faire de bruit parce que c'est Chamonix, hein, sinon ça fait caisse de résonance. Donc ils sont arrivés comme de parfaits inconnus et moi j'arrive les derniers, mais alors je pense que j'ai eu la même arrivée que Xavier Thévenard. Enfin, je pense, hein, j'ai pas assisté à son arrivée, mais c'était magique. Et puis avec toute la fatigue qui redescend et l'adrénaline qui est toujours là, qui tient éveillé, on fait des sourires. Enfin, ma fille m'a trouvé que j'étais un petit peu alcoolisé quand je suis arrivé, quoi. J'étais au bout de ma vie. Ça faisait un paquet d'heures que j'avais pas dormi. J'étais crevé, mais tellement heureux que ça prend les tripes, quoi. Tu as eu un droit à un clapping même de la part du public qui était présent? Ah ouais, ah bah ouais. La première chose à laquelle j'ai pensé d'abord, d'ouvrir les lanières de mon sac à dos pour qu'on voit bien mon t-shirt de l'association Courir pour Marie, parce que j'étais tellement fier de les amener jusque-là. Et quand j'arrive, j'entends le fameux clapping là, poum poum tcha, poum poum tcha, et ça fait caisse de résonance et tout le monde est là à taper sur les planches de bois et à faire ce clapping. Et waouh, alors, j'avais pas de larmes hein, parce que je pense que c'était un petit peu sec à ce niveau-là, mais le cœur, il était à bloc. Et le cœur, il était à bloc et les émotions ouais, ouais, vraiment. Mais j'étais debout, hein. J'étais pas, je me serais pas effondré parce que je tenais vraiment bien debout. Mais vraiment, les émotions, c'est le souvenir de sa vie, quoi. Et bien sûr, c'est sur la vidéo, mais c'est aussi sur Trail Endurance Mag, ils l'ont fait aussi en direct. C'était sur TV Mont Blanc. Enfin, j'ai eu plein de messages par la suite. Donc oui, là, tu as eu le droit au podium en étant en guise de dernier finisher. Tu as eu des médias du monde entier qui sont venus ensuite t'interroger pour recueillir ton témoignage. C'est ça, on s'est retrouvés sur le podium. Alors, il y avait l'avant-dernier qui était avec moi aussi. On s'est retrouvés sur le podium avec tous les bénévoles du coin de l'UTMB à Vian-Orange. Il y avait Catherine Poleté aussi. Il y avait Ludovic Collet aussi, le speaker. Il y avait cette grande pancarte, grand écran géant UTMB derrière. Et je me suis retrouvé dessus. Enfin, une copine qui m'a dit, c'est bon, tu peux arrêter la course, hein, t'auras pas mieux. Et c'est vrai, elle a raison. À moins d'être premier, mais sinon, c'était magique. Il y avait tous les gens qui étaient là parce qu'ils venaient de faire les podiums. Donc, tout le monde était là. J'ai même fait le baise-main à une nana, mais j'avais pas fait attention. En fait, c'était la première ou la deuxième féminine, je sais plus. Et qui me félicite, j'ai fait un baise-main et tout. J'ai vu après son trophée. Enfin bon, on est dans un autre monde, hein. On est complètement déconnecté de la réalité. Il y a une journaliste qui vient pour me poser des questions. J'ai vu après qu'il y avait des petits articles en Italie, en Angleterre, en Suisse, en France. Enfin bon, on décroche complètement. Et donc là, a posteriori, comment est-ce que tu as vécu le fait d'être sous la pression de cette barrière horaire, enfin, de façon quasi constante pendant toute la course? Est-ce que ça a été motivant ou est-ce que finalement c'était plutôt plutôt désagréable à supporter comme pression? Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Est-ce que ça a été agréable ou pas agréable? Je sais pas trop parce que sur le moment, je me posais pas trop la question, mais ça m'a aidé à tenir le coup parce que je pense que si je m'étais posé, j'aurais peut-être eu plus de mal à me relever. Alors que comme j'étais obligé de faire des ravitaux un petit peu express, j'ai pas eu le temps de me coincer et d'avoir du mal à redémarrer. Donc ça m'a aidé le stress de la barrière horaire. Et est-ce que là aujourd'hui on est quasiment 2 ans après, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une image ou un moment que tu retiens en particulier qui t'a marqué? Enfin, je pense que globalement cette expérience t'a marqué à vie du début jusqu'à la fin, mais est-ce qu'il y a une image, un instant qui est peut-être un tout petit peu plus fort que les autres et que tu retiens bien au chaud dans ton cœur? Ah ben moi, c'est le lac Combal, hein. Quand on arrive en haut, on dépasse le col de la Seigne, on arrive sur le lac Combal. Le paysage, ouais, c'est l'image que je garde de cette course, avec le lever de soleil, avec cette petite rivière tout en bas là, c'était magnifique. Ouais, c'est l'image que je garde. Et niveau récupération, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as mis du temps à récupérer de l'UTMB? Ben, après, j'ai pas couru pendant 2 semaines à peu près. Et puis après, j'ai repris des petites courses, des 10 km, des courses avec les Joëlettes, rien de bien particulier. J'ai fait le marathon de Sully-sur-Loire après, pour le Téléthon, mais c'était tout. Mais ça a été la récup. Et si tu devais faire les choses, est-ce que tu ferais différemment certaines choses dans ton approche de la course ou dans ta gestion de la course? Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tiré de tout ça ou finalement tu changerais pas l'histoire telle qu'elle a été écrite là? Dénivelé. Faut travailler, faut travailler le dénivelé. Clairement, il faut travailler le dénivelé et les descentes. Il faut travailler les descentes pour casser de la fibre parce qu'il suffit pas de faire du foncier. Parce que même en marchant, c'est long.
c'est fatigant et on n'est pas sûr d'arriver au bout. Donc, travailler vraiment le dénivelé, si j'ose dire, plus. Pour parler de cette course, c'est ma dernière question sur l'UTMB en tant que tel. Est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour ou finalement tu veux figer cette histoire incroyable à jamais et que finalement ce soit ton lien principal avec l'UTMB, ce soit cette première participation? Ou est-ce que tu te dis qu'un jour tu repartiras de cette arche? Pendant un moment, j'étais mitigé à la refaire ou pas et effectivement garder cette image parce que voilà, c'est une image hyper positive. Mais d'un autre côté, ouais, ça me dirait bien de la refaire, de la partager avec des amis, enfin avec des amis, c'est-à-dire c'est bien au niveau de la logistique. Après, chacun fait sa course, hein, mais ouais, ça me dirait bien de la refaire un jour pour la revivre différemment avec une autre préparation meilleure. Merci beaucoup Abdenour pour ce récit vraiment passionnant et plein d'enthousiasme et de dépassement de soi et d'abnégation. J'ai l'impression vraiment, enfin, on le ressent que tu n'as jamais lâché. Il y a eu plein de moments quand même très challengeants et exigeants avec cette pression de la barrière horaire et que tu as super bien encaissé en ayant, je pense, toujours cette conviction que tu allais aller au bout. En tout cas, tu t'en es vraiment donné les moyens. Donc c'était vraiment très chouette de pouvoir suivre et vivre dans tes traces finalement toutes ces émotions pendant ces plus de 170 km. Pour conclure l'émission, c'est un petit classique que tu connais aussi. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Donc c'est vraiment la devise qui te guide. Est-ce que tu as une phrase qui t'inspire au quotidien et que tu as probablement eu l'occasion de te répéter un certain nombre de fois pendant l'UTMB, en tout cas pour garder la motivation? Qu'est-ce que ça serait ton motto? Ah bah là, c'en est un que je me suis répété tout le long de la course, hein. C'était la douleur, elle est éphémère et le regret de l'abandon, il est éternel. Donc c'est ce que je me suis répété tout le long de la course quand j'avais les jambes quand ça sointait. Il a fallu que je me soigne par la suite d'ailleurs, hein, mais j'avais super mal de partout, j'étais crevé, enfin, tout ça et peut-être d'autres auraient abandonné, je ne sais pas, mais en tout cas moi je me répétais ça à chaque fois. La douleur elle est éphémère, mais le regret de l'abandon il est éternel après. Je me serais pas vu abandonner et rentrer chez moi et me dire a posteriori merde, est-ce que j'aurais pas pu continuer finalement? Voilà, donc là non. Pas de regret. C'était ce qui m'a guidé. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ton incroyable course épique à l'UTMB. Et puis bravo à nouveau d'avoir trouvé des ressources physiques et mentales au plus profond de toi pour réussir à retrouver l'arche d'arrivée. Je te souhaite de vite te remettre sur pied puisque tu nous racontais que là tu es dans une période un peu intermédiaire et qu'il faut que tu passes sur le billard pour te remettre sur pied. Voilà, je te souhaite plein de belles courses à l'avenir, plein de beaux moments de sport. Et puis on va commencer par des belles vacances et un très bel été. Merci en tout cas Abdenour, j'ai été ravi d'échanger avec toi et je trouve que c'était une très belle lecture que tu nous as donnée de l'UTMB. Voilà, c'était à échelle d'homme et c'était très touchant et très émouvant. Donc voilà, j'espère que ça aura séduit nos auditeurs autant que ça m'a captivé et intéressé à vivre avec toi. Merci beaucoup à toi en tout cas de faire ce genre de podcast qui laisse aussi la part belle à des parfaits inconnus, hein, et puis effectivement, chacun a son histoire et j'aime beaucoup toutes les histoires que tu as pu raconter, aussi bien Casquette Verte que le Raid du Morbihan, que le Marathon de Londres aussi, qui m'a vachement ému. Et ouais, merci beaucoup d'avoir fait. C'est gentil. Je suis là, je te suis. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup en tout cas Abdenour. Et puis à très bientôt j'espère en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser prochainement. Prends soin de toi, à bientôt. Plaisir. Salut Abdenour. Merci, salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique? Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.